Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, dans laquelle il sera aujourd'hui question de Viking, avec la deuxième édition de la Fenj Viking Fest. Elle aura lieu le 17 septembre à Fleuranges, nous vous détaillerons le programme. Il est attendu avec impatience par ses fans, le film Le Visiteur du Futur, réalisé par François Descraques, est désormais dans les salles. J'ai eu la chance de rencontrer une partie des membres de l'équipe de cette comédie de science-fiction écolo. Tout cela sans oublier nos coups de cœur et notre clip de la semaine. Mais tout de suite, nous allons fêter un anniversaire, celui de la compagnie thionvilloise Via Verde, fondée en 2012 par Pascal Tognazzo, une compagnie qui pour ses 10 ans, vous aurez fait le calcul, vous réserve 3 jours de spectacle et de festivités du 16 au 18 septembre. Découvrons le programme et revenons sur l'histoire de cette compagnie qui mêle différentes disciplines en ouvrant la boîte à malice. Bienvenue. Pascal Tognazzo, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. Nous sommes ici à Thionville. Tu es la fondatrice de la compagnie Via Verde, une compagnie de marionnettes, mais pas que, on va le voir, qui fête ses 10 ans cette année. Alors, rembobinons, Via Verde, cette compagnie, c'est quoi? Alors c'est une compagnie au départ oui, qui est tournée autour de la marionnette, puisque c'est mon expérience, ma formation. Et puis petit à petit, au gré des rencontres et des croisements, de plus en plus nombreux et féconds, on est devenu peu à peu une compagnie plutôt indisciplinée. D'accord, alors indisciplinée, oui, ça j'ai pu lire ça sur ton site. Qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes des rebelles ou surtout des touche-à-tout? Oui, c'est plutôt l'idée du touche-à-tout, l'idée aussi d'un artisanat qui se développe et qui multiplie les techniques, l'idée aussi de travailler avec la matière sous toutes ses formes, figuratives ou non, l'idée aussi de faire des croisements avec les arts du mouvement, avec la danse, tout type de danse, de travailler avec des chorégraphes, ça m'a aussi beaucoup apporté. Les spectacles de la compagnie ont cette particularité d'être sans parole. Donc ce sont des spectacles qui sont très visuels et qui racontent énormément par le biais de choses qui ne se disent pas forcément avec des mots. Voilà, des choses de l'ordre de l'intuition ou de la compréhension, en tout cas émotionnelle des choses. Oui, c'est ça, se couper finalement du langage et des mots, c'est peut-être laisser parler davantage le corps. Oui, c'est un peu ça. Ça n'empêche pas que tout le travail en amont de corpus, de recherche, d'écriture plateau passe aussi par l'écrit, par des recherches textuelles. Mais ensuite, on essaye d'en extraire une essence qui fera la matière du spectacle. Avec à la base, effectivement, donc la marionnette qui est quand même là en pilier. On en a une à côté de toi, on en a une dans tes mains, c'est-à-dire que la marionnette, ça va très très loin dans sa création. Oui, c'est ça qui est très jubilatoire, c'est que la marionnette peut être de toute forme, de toute taille, peut tout représenter. Elle est comme nous et pas comme nous. Il y a cette ambiguïté qui est intéressante aussi à raconter et qu'on met aussi en scène dans les spectacles. Cet alter ego qui nous permet de nous raconter aussi. Et voilà, donc celle-ci par exemple? Donc celle-ci c'est une marionnette qui fait partie d'un spectacle qui s'appelle L'Arbre, qui tourne depuis longtemps, qui est une toute petite marionnette qui explore un îlot mystérieux au centre duquel est disposé un énorme bonsaï de 80 cm de hauteur. Donc forcément là on joue vraiment avec les échelles, avec le fait que ce tout petit personnage se trouve devant pour lui un arbre gigantesque. Ce qui m'intéresse et tout l'enjeu de la compagnie aussi, c'est d'utiliser des marionnettes dans des projets où ce que j'essaye de transmettre ne peut être dit que grâce à la marionnette. À partir du moment où on peut remplacer par un comédien, ça m'intéresse moins, je trouve ça moins pertinent. Et pour donner un exemple, dans Plein Soleil, qui est notre dernière création pour le très jeune public, on a essayé beaucoup de choses avec des marionnettes figuratives, articulées, etc. Et ça n'apportait pas plus au propos. On était plus dans une recherche autour de la manipulation de matière, autour d'une recherche rythmique très effrénée, très joyeuse.
Et la marionnette n'a pas trouvé sa place dans cet endroit-là. Ouais. Donc voilà, du coup on a laissé toutes les possibilités ouvertes pour fabriquer ce spectacle qui au final est plus un spectacle de matière que de marionnette à proprement parler. On est dans le domaine du rêve et puis aussi avec cette volonté quand même d'interroger le monde et puis de bouleverser à la fois les gens, les sens, bouleverser tout simplement. Oui, parce qu'on est vraiment sur des questionnements contemporains et de plus en plus dans la compagnie. Dans le spectacle de l'enfant perdu dont vous avez ici une des marionnettes, on a voulu vraiment questionner les rapports entre adultes et enfants. Ouais. Donc là, typiquement, la marionnette était absolument nécessaire pour raconter ces histoires-là, puisqu'on parle aussi de choses assez dures, assez violentes. C'est un spectacle qui n'est pas pour les enfants, mais qui parle des enfants et de la condition des enfants, qu'elle soit dans une relation bienveillante à l'adulte ou maltraitante. Donc la marionnette nous permet de raconter ça. Là, dernièrement, on est sur un projet avec un diptyque qui s'appelle « Vous entrez en zone de rencontre », dont la première partie est déjà créée, qui s'appelle Carnet de bal, et dont la deuxième partie est en cours de création, qui s'appelle Le Grand Inconnu. Et là, on est vraiment sur la question de la relation avec l'autre, des frontières, des différences qui ne sont pas forcément des murs en tant que tels, mais qui peuvent nous enrichir et nous permettre de tenir debout les uns les autres. La marionnette n'existe que par le mouvement, en fait. La marionnette vit parce que tout à coup un regard se pose, parce que tout à coup une intention apparaît. Et évidemment tout ça, ça passe par le corps et puis dans nos corps à corps aussi, comment on s'accorde et comment on trouve une façon de dialoguer, même si on n'a pas les mêmes corporalités, même si on n'a pas les mêmes façons de se mouvoir. Comment donner l'illusion que c'est lui qui va m'embarquer et c'est pas juste moi qui vais le manipuler. Donc pour ça, on trouve des petites astuces pour pouvoir se mettre par exemple en position danse et puis faire en sorte que lui vienne chercher ma main et se positionner. Donc voilà, c'est vraiment un dialogue à deux. Quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit 10 ans, il y a quasiment 6 créations qui sont nées, et 10 ans, ça se fête. Et pour fêter ça comme il se doit, eh bien, il y a un grand festival qui est organisé à cette occasion. Oui, voilà, donc on organise ce festival qui s'appelle Via Con Me, et dans l'idée vraiment d'embarquer le public et puis de fêter ça comme il se doit. Donc on pourra découvrir ou redécouvrir les différents spectacles de la compagnie, mais aussi des propositions de compagnies collègues, amis avec qui on a pu collaborer sur certaines créations. Et ça me tenait à cœur de les inviter à cette occasion-là parce que l'histoire d'une compagnie, le parcours d'une compagnie, c'est un tissage collectif entre différents artistes, différentes sensibilités. Et Via Verde est composé de tout ça. On pourra découvrir Plein Soleil au théâtre municipal, il y aura l'Arbre qui jouera au Beffroi, dans différents endroits de la ville. Puis ici, dans différents endroits de la ville. Et le samedi soir, on se rejoint tous ici, donc à la maison des associations, l'espace Raymond Queneau, pour une grande fête qu'on va scénographier dans la cour extérieure du bâtiment, avec une scène ouverte, avec la possibilité de venir présenter quelque chose, toute discipline confondue, évidemment. Et puis ensuite, on clôturera la soirée avec un bal des îles. Voilà, c'est important de faire la fête. Bon, je crois qu'il n'y a plus qu'à bien noter les dates dans l'agenda du 16 au 18, c'est bien ça. Du 16 au 18 septembre. À Thionville, on peut aller faire un tour sur votre site pour en savoir plus. On va se régaler, c'est merveilleux, en prendre plein les yeux et puis on ressortir aussi plus intelligent et peut-être plus rêveur. Merci beaucoup. On verra. Merci. Pascal, merci. Précisons que tous les spectacles sont gratuits, mais qu'il est parfois nécessaire de réserver en raison des jauges. Notez aussi qu'un grand partenariat est organisé avec les Restos du Cœur, qui vont cuisiner un minestrone géant samedi soir. Le prix de la dégustation sera libre et les bénéfices iront au Restos du Cœur. Sachez enfin que vous pourrez chiller en famille tout le dimanche avec des ateliers pour les enfants et un grand goûter. Bref, rendez-vous sur le site de la compagnie pour connaître l'intégralité du programme qui vaut vraiment le détour.
Dans notre boîte à idées, cette semaine, on retrouve une invitation à faire la bamboche à l'aérogare Station Lothaire à Metz, qui fait son festival les 9 et 10 septembre prochains. À cette occasion, le festival va se dérouler en plein air, histoire de profiter encore des beaux jours. Vous allez ainsi pouvoir vous déhancher sur le parking jusqu'à la terrasse, sachant qu'un mapping sera par ailleurs projeté sur le bâtiment. Côté programmation, vos oreilles vont frétiller de plaisir avec une brochette d'artistes locaux et nationaux comme Yudi, Camilla Spark, La Fine Équipe ou encore Fakir. Écoutez. L'aérogare qui, avec ce festival, va en profiter pour fêter la rentrée et ses 5 ans d'existence déjà. Rendez-vous les 9 et 10 septembre pour une ambiance conviviale et électrique. Prenons maintenant la direction des salles obscures pour y découvrir le très attendu Visiteurs du futur, un film inspiré de la série du même nom qui a cartonné sur le web avec plus de 45 millions de vues. 7 ans de préparation auront été nécessaires au réalisateur François Descraques et à son équipe pour la réalisation de ce film dont ils rêvaient tous. Alors autant dire qu'ils ont mis les petits plats dans les grands avec des effets spéciaux dignes des productions hollywoodiennes. Le film d'ailleurs à ce titre a été tourné en partie dans la région en partenariat avec l'agence Inspire Metz et le bureau des tournages de la région Grand Est. Une partie des membres de l'équipe était présente au Club de Metz pour y présenter le film en avant-première. Écoutez-les. Je viens du futur. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. En fait, ce qui a été le plus difficile sur ce film, pour moi, c'était de trouver la bonne histoire qui puisse embarquer le plus de gens possible. Et j'ai mis du temps avant de trouver les personnages de celui d'Arnaud Ducré et de Enya Barou. Et quand je l'ai trouvé, ça a permis de tout construire autour d'eux. Et donc rien que ça a mis 3 ans. Il fallait faire le deuil de la série en fait un peu. Il fallait un peu que j'adapte la série comme si c'était pas moi qui l'avais faite. Ouais. Comme si j'avais pas d'affect. Et ça a mis du temps. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer. Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros là. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. C'est aussi ce problème de génération, aussi bien de l'adolescente qui ne supporte plus son père, et aussi ce problème d'écologie. Et derrière ça, la perte d'un être aimé qui est la maman, donc ma femme. Donc tout ça est très conflictuel. Mais attention, avec de l'action, de la comédie et des zombies. Voilà, aucun zombie n'était maltraité, hein, je tiens à le dire quand même, hein, parce qu'on a pris des vrais zombies. Voilà. Lui et ses complices sont notre priorité. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Il y a 2 nouveaux types qui ont débarqué, le clodo a disparu, je suis perdu. Il fallait pas tout faire en effets spéciaux, il fallait qu'il y ait une base construite. Et on a passé beaucoup de temps ici même, dans cette gare, à faire des allers-retours, etc., à voyager dans tout le Grand Est. On a vu plus de décors qu'il nous en fallait, mais au final, on a trouvé les bons endroits pour tourner et surtout pour que les comédiens puissent être immergés sans avoir à tout imaginer, quoi. Vraiment, la plupart des décors étaient réels, ils étaient même peuplés de gens du futur issus de la région, et donc ça, je pense que ça les a vraiment aidés. Il y a ce désir de faire des grandes histoires, des grandes fresques d'aventure, avec à chaque fois voilà, un mélange de genres, aussi bien de la comédie, même dans la comédie on a des choses vraiment burlesques, du gag visuel, des choses un peu plus fines, des choses vraiment complètement graveleuses, et puis après on a aussi une vraie dose d'émotion, voilà. Il y a une part de comédie dramatique aussi dans le film, parce que les enjeux des personnages sont vraiment forts, on les suit et on s'attache à ces personnages. 3, 2, j'entends des chiffres, mais à l'envers. 1. Un compte à rebours, c'était ça les chiffres. J'étais très content de pouvoir faire de la SF, c'était un rêve. D'être costumé, c'était génial. François m'avait montré un bout du costume, j'avais vraiment hâte de l'enfiler, quoi.
Et puis je lui ai montré comme ça 2-3 têtes en me disant tiens il pourrait venir de telle époque. Et ensuite je lui ai montré des coupes de cheveux, je me suis dit tiens ce serait bien d'estimer qu'il s'est tondu les cheveux lui-même le matin. Et 2-3 petites inspirations comme ça qui me sont venues, des cogneurs généralement. Il fallait être assez menaçant quand même, se dire qu'à tout moment il pouvait vriller, voilà. Notre mission est protéger le cours du temps. Si on perd, tout le monde perd. Le visiteur, c'est un personnage que j'aime évidemment particulièrement. C'est un terrain de jeu extraordinaire pour un comédien. C'est à la fois un héros et dans la scène d'après, c'est le anti-héros. Il est charismatique et juste après, il est vraiment complètement nul. Il a des objectifs qui sont inatteignables, mais il ne perd jamais espoir. Et je continue de le découvrir et d'essayer de le comprendre année après année. C'est vrai que quand je repense au tout début, le personnage, on l'avait créé presque un peu comme une blague. Et puis d'épisode en épisode, d'année en année, il s'est densifié, complexifié. Tout a une fin. Même le monde. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas le temps de me voir venir. Oh putain! Moselle TV, TV Moselle. Un grand merci à Moselle TV. Yeah, jazz. Une comédie de science-fiction zombie écolo, c'est rare et c'est à voir au Club de Metz et dans toutes les bonnes salles de cinéma. Ils ne viennent pas du futur, mais du passé. Je veux parler des Vikings qui vont débarquer à Florenge le 17 septembre prochain. Pourquoi? Comment? Explication. Rémi Dick, Mathieu aussi, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Si nous sommes ici, c'est que l'année dernière s'est déroulé un événement qui a cartonné à Florenge. Il s'agit de la Fench Viking Fest. Vous attendiez quoi? Peut-être 500 visiteurs, 1000 visiteurs, il y en a eu 3000, c'est bien cela hein? C'est bien ça, c'est bien ça. On attendait à peu près 800 visiteurs, on en a eu 5 fois plus. Ça a été explosif, c'était à l'occasion de l'anniversaire de la médiathèque de Florenge. Oui, pour les 20 ans. Pour ses 20 ans. Fort de ce succès, vous avez eu forcément envie de réitérer cet événement. Donc deuxième édition de la Fench Viking Fest qui va se dérouler le samedi 17 septembre. Comment on explique cet amour pour les Vikings ici à Florenge? Quel est le lien entre les Vikings et Florenge? C'est parce que l'année dernière, à l'occasion des 20 ans de la médiathèque, Madame Patricia Vanek avait proposé à une association qui a l'habitude d'évoluer dans cet environnement-là, de faire une animation, une fête médiévale un peu différente de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et donc j'ai pris part à ça à l'époque en tant qu'associatif. Et on a aidé à organiser cette fête. Et on a trouvé un lien maintenant pour justement justifier un peu plus la présence des Vikings à Florenge, avec un fait historique qui s'est passé à Rémiche au IXe siècle, dans les années 850, je ne me rappelle plus exactement. Et Florenge a été également envahie? On ne sait pas. Et donc l'histoire nous raconte qu'ils sont allés à Rémiche et nous on raconte la légende qu'ils sont aussi passés par Florenge. Les Vikings qui sont des marchands, des combattants aussi, des guerriers et puis de fins navigateurs, c'est ça? Tout à fait. Et qui ont régné un petit peu en maître sur les cours maritimes entre quoi? C'était le 8e siècle et le 11e siècle si j'ai bien potassé. Entre le 8e et le 11e, oui. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui fait que vous aimez les Vikings, vous particulièrement? Et Rémi Dick, peut-être, est-ce que vous les aimiez avant, jusque-là? Alors, bien sûr, je pense qu'on aime tous un peu les Vikings. Et il y a quelques séries, les dernières années, qui ont aidé à cela. Oui. Ce qui était important aussi pour la ville de Florenge, c'était de pouvoir réaliser un festival avec une identité, et une identité qui n'existait pas ailleurs. Et effectivement, l'association Hydroon nous a aidé à avoir cette identité. Et ensuite, Mathieu aussi est en train de concrétiser cette identité d'un festival annuel qui pourra se dérouler chaque année à Florenge. L'esthétique viking, quelle est-elle, en fait? Bon, il y a alors déjà beaucoup de clichés qu'on va essayer d'effacer un peu pendant ce festival, les casques à cornes, et d'autres qu'on va entretenir avec peut-être des cornes à boire, des choses comme ça, on va voir. L'idée d'un festival comme celui-ci, c'est aussi d'éduquer les gens, de les initier à certaines choses. Donc c'est pour ça qu'il y a des troupes de reconstitution historique qui vont être là pour montrer l'artisanat, pour montrer, parler des légendes, des mœurs, des choses comme ça. Ça veut dire qu'on va retrouver quoi par exemple, en termes d'artisanat? Alors en termes d'artisanat, quand c'est de l'artisanat historique, ça pourrait être de la poterie, du tissage, comment on faisait les teintures du textile, la forge, toutes ces choses-là.
Après, c'était une volonté de monsieur le maire aussi qu'on puisse faire participer les acteurs locaux. On a essayé de privilégier dans tous les domaines tous les acteurs locaux. Donc il y a une troupe de reconstitution historique mosellane, entre autres, il y en aura d'autres. On a fait participer aussi un groupe mosellan. Tout ça pour favoriser un peu aussi les acteurs locaux à travers ce festival. Donc il y aura des exposants qui ne seront pas forcément dans du travail historique. Donc il y aura du travail du cuir, du verre, il y aura des artisans qui proposent des producteurs de miel, des choses comme ça. On essaie de garder un petit lien, mais il n'est pas forcément direct, pour essayer de faire travailler le plus de monde possible, y compris les associations florangeoises et j'en passe. C'est une belle vitrine pour Florange, ça permet de la faire rayonner bien au-delà voilà, de la commune finalement et d'attirer des gens qui vont très certainement venir de partout pour participer à ce festival. C'est totalement le but, c'est à la fois de faire une mobilisation des Florangeois. Le premier cœur du public, ça va d'abord être les Florangeois qui veulent sortir en plein milieu de cette saison de la rentrée, de ce moment de la rentrée où voilà, on cherche un peu aussi des occasions de sortir. Ça va être l'occasion pour des associations de Florange ou des entreprises ou des commerçants de Florange de pouvoir se mobiliser sur un événement comme celui-ci. Et bien sûr, ça va être un moment d'attractivité dans une ville où on n'a pas de grand festival, où on n'a pas le grand moment culturel encore. Et donc, bah, ça fait plusieurs années qu'on cherche et là, on a peut-être quelque chose, peut-être une initiative qui est une identité qui marque. On va aussi laisser parler notre fantaisie, nos fantasmes, avec des groupes de musique d'inspiration viking, mais qui, historiquement parlant, on n'a pas vraiment de traces, on n'a pas de partition, on n'a pas de notes, on ne sait pas. Donc ce sont des groupes de musique qui vont essayer de réinterpréter leurs propres fantasmes sur la musique viking et ce qu'elle aurait pu être. Musicalement, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ? Avec ces 9 groupes, est-ce que la tonalité est la même ou est-ce qu'il y a Non, il y a plein des de choses variations différentes. Il y a plein de choses différentes. Il y a déjà, par exemple, Pierrick Valence qui va faire une initiation, une sorte de conférence sur les instruments traditionnels nordiques. Donc des instruments assez rares et assez inhabituels pour le grand public, comme Talarpa, Nickel-Harpa, des choses comme ça. Donc c'est un musicien qui vient de Nancy. On aura la tête d'affiche Nitland qui s'inspire beaucoup des chants des chamans en Sibérie avec des chants gutturaux. C'est assez impressionnant, c'est une femme qui fait du chant guttural. Il y a Kjell Bratton qui vient de Norvège, qui lui va faire un peu comme Jonas qui vient du Danemark. C'est-à-dire, il va faire le travail d'un skald. Donc il va chanter seul les légendes du Nord avec différents instruments. On a Geoffrey Darroux qui va être accompagné de sa lyre et de sa harpe, qui va chanter les légendes scandinaves en français, parce qu'il a réécrit les poèmes en français et en vers. Donc il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges. Voilà. Et donc il y aura pour des personnes qui cherchent des sensations peut-être plus chamaniques, des choses plus médiévales, plus habituelles, il y aura pour tous les goûts. On rappelle que l'événement est gratuit. Absolument. Ça, c'est important de le souligner. Ouais, et pour qu'il soit gratuit, c'est la mairie et le département qui nous aident à financer ce bel effort. Bon, bah, il n'y a plus qu'à s'y rendre. Ça sera le 17 septembre à partir de 10h et ça va durer jusqu'à 1h du matin. C'est ça. Avec 9 groupes, comme on le disait, des reconstitutions. On va être 100% viking tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir présenté cet événement. Merci. Merci. Avant de nous quitter, en musique comme toujours, je vous invite à noter dans votre agenda un dernier rendez-vous, la Metz Design Week, organisée par 3 designeuses passionnées dans le prolongement de la France Design Week. Au final, la Metz Design Week, ça donne quoi? Eh bien, une grande exposition qui réunit plusieurs designers du Grand Est qui, cette année, ont planché sur une thématique, les rituels. Vous découvrirez ainsi des objets mêlant bois, aluminium, tissu, béton, terre ou encore végétaux. Laissez-vous surprendre du 8 au 18 septembre en l'église des Trinitaires à Metz. L'entrée est libre.
L'heure est maintenant venue de refermer cette boîte à malice avec aujourd'hui le clip d'un tout nouveau projet dans le paysage, Terre-Lune, un duo qui réunit Marie et Laurent, qui ensemble proposent une chanson française tantôt acoustique, tantôt électro. Leur référence, de la musique classique à Alain Souchon, en passant par Gainsbourg. Leur premier EP est d'ores et déjà disponible. En voici le premier extrait, Voyage ordinaire. Allez, bye bye. S'en aller, défaire les valises sous nos yeux, sur un air qu'on pourrait chanter tous les deux. On pourrait chanter la bohème, un petit brassin sous deux. Y a tant de façons de se dire qu'on s'aime, et c'est tant mieux. S'enlacer sous les couvertures ou les cieux. En hiver, ton petit sourire au coin du feu. On pourrait partir en avance, se raconter nos vies à l'envers. Y a tant de souvenirs d'enfance au loin derrière. Là où les vagues dansent, la nuit s'achève. Effleurer ce silence du bout des lèvres. Ce rêve à la dérive, comme une bouteille à la mer.